Bonjour à tous et à toutes. Alors, très sincèrement, j'ai encore eu quelque chose de très bizarre avec la webcam, donc je suis désolée de ce retard puisque j'ai pris une demi-heure en fait avec l'horaire que j'avais prévu. Bref, donc je ne sais pas si du coup les gens pourront en fait se connecter puisque j'ai quand même 30 minutes de retard. Alors, toujours est-il en fait que j'ouvre aujourd'hui un cycle que je veux hebdomadaire, puisque l'idée c'est de pouvoir échanger avec vous en direct grâce au live sur des questions, des réflexions que vous avez, que vous m'envoyez, sur lesquelles justement on peut interagir. Alors, ces questions sont en lien avec le thème général de l'amour, puisque le thème de l'amour, c'est quand même cette chose qui nous motive tous et qui, ça peut être l'amour de soi d'ailleurs, ça peut être l'amour de l'autre, mais qui est en tout cas le moteur quand même de tout à chacun. Et les sujets sont vastes et nombreux. Voilà. Alors, en attendant en fait que les uns et les autres peut-être se connectent un petit peu en prenant le train en cours de route, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Monia Rekik, je suis sophrologue et je suis coach de vie certifié. Coach de vie certifié pour faire la distinction avec les coachs en nutrition et les coachs sportifs. Voilà pour les présentations. Alors, j'ai reçu comme réflexion, comme questionnement, j'ai reçu le message suivant qui était comment bien vivre son sentiment de solitude. Donc, on va démarrer ce cycle d'échanges hebdomadaires, puisque ça sera tous les mardis à 11 h et non pas 11 h 30, ou alors 11 h 30, peut-être que je modifierai grâce à ce qui s'est passé aujourd'hui. Tous les mardis, donc ce cycle d'échange live. Donc, nous commençons avec comment bien vivre son sentiment de solitude. Vaste sujet également. Alors, le sentiment de solitude, c'est vrai que on l'a clairement tous vécu au minimum une fois dans sa vie, et que l'on soit d'ailleurs célibataire ou en couple, hein, parce que bien évidemment, le fait d'être entouré n'a aucun rapport avec la sensation et le sentiment d'être profondément seul. On peut être très entouré et pour autant se sentir profondément seul. Donc avant d'aller plus loin justement dans le sujet, j'en profite pour faire justement une distinction avec les deux notions, la notion d'isolement et la notion de solitude. L'isolement, pour faire court et concis, induit une coupure non seulement avec les autres, mais souvent par extension une coupure avec soi. C'est ces étapes de vie, ces moments de vie où on n'a plus d'amis, on n'a plus d'activités, on n'a plus ou prou de famille, et on est clairement dans des situations très mortifères, quoi, très douloureuses psychiquement pour un être humain, parce que on est des êtres sociaux. Euh, Souvenez-vous de cette étude scientifique qui a été faite il y a un petit moment sur la longévité, où des scientifiques en fait s'étaient intéressés à des centenaires en Sardaigne, parce qu'ils étaient plus nombreux sur la planète qu'ailleurs, enfin là en Sardaigne qu'ailleurs, et puis les scientifiques se sont dit mais comment ils font comment ils font pour vivre non seulement centenaire, mais en même temps bien. Alors, au-delà de tout ce qu'on a déjà entendu sur bien s'alimenter, prendre soin de son corps, bien dormir, etc., ils ont découvert que le fait d'être en lien avec l'autre, avec les autres, était le facteur le plus important, le plus impactant sur notre bien-être et donc sur la longévité. C'est-à-dire qu'en gros, ces centenaires, ils avaient tous un petit rituel chaque jour, soit d'avoir des visites, soit d'aller au bar du coin pour aller boire un café avec les copains. Ils avaient des activités, etc., etc. Donc on voit bien là que effectivement, être en lien avec les autres, c'est vital. Donc l'isolement,
c'est très, mais c'est très perturbant pour quelqu'un. C'est vraiment mortifère. Et ça joue bien évidemment sur notre bien-être psychique. La solitude, elle, c'est une notion totalement différente, dans le sens où il y a factuellement, ou pas d'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure, il y a une coupure avec les autres, et c'est là où je veux en venir, mais il y a pour certaines personnes une occasion formidable d'être relié à soi, ou pour d'autres, un moment d'angoisse à fuir absolument. Donc on voit bien là qu'effectivement, il y a différentes possibilités, mais déjà il y a deux façons en tout cas de la vivre, cette solitude. Et c'est important ce que je suis en train de vous dire, parce que là on prend bien conscience que ça n'est pas la situation en elle-même, la situation de solitude qui est anxiogène, mais moi, ma grille de lecture que j'ai de la situation, une grille de lecture qui va être influencée bien évidemment par mes croyances, et c'est là où je vais en venir, sur les représentations que je me fais, qui va me donner à juger si cette situation de solitude est une formidable occasion de me relier à moi, ou au contraire, une situation que je dois fuir à tout prix. Parce que cette formidable occasion pour certains d'être reliés à soi, c'est un moment extraordinaire pour prendre la mesure de leur monde intérieur, pour prendre la mesure de leur état corporel, affectif, émotionnel, cognitif, fantasmatique ou gorique, spirituel, etc., etc. Donc, on voit bien là, effectivement, l'importance de prendre de la distance avec un événement. Et ça, c'est quelque chose, en fait, qui est très important, parce que ça vous permet, en tout cas, de voir que vous avez la capacité, pardon, je vais boire un coup, vous avez la capacité de vous distancier avec une situation. Et c'est là où je veux vraiment, vraiment venir. Alors, pour ce qui est en fait des représentations, décidément, je vais reboire un coup. Pour ce qui est des représentations, parce que comme on vient de le voir, si ça n'est pas la situation, mais si c'est ma grille de lecture qui fait que je vais considérer cette situation comme étant anxiogène ou un moment de fête, et ben ce qui est important justement de comprendre, c'est de voir ce qui se joue derrière ces représentations. Alors en fait, le format, comme je le veux, court, parce que je veux juste prendre en fait 15 minutes de votre temps et pas une demi-heure. Puis en plus, aujourd'hui, je sais pas, j'ai un problème avec, j'adore le live. Le live, c'est toujours en fait des moments où il nous arrive toujours plein de trucs. On s'est préparé, on avait visualisé un truc super, et puis tout d'un coup, on n'a plus de voix, le micro marche pas, enfin bon bref. Alors, donc ce qui est intéressant finalement par rapport à ces représentations, et c'est l'invitation que je vous fais aujourd'hui, c'est de comprendre comment ça fonctionne et comment cette grille de lecture s'alimente. Et quelles sont les sources d'influence par rapport à ces croyances. Alors il y en a plusieurs, mais ce que je vais dérouler aujourd'hui, en fait, c'en est deux, à savoir la source collective, parce qu'on est influencé clairement par la masse. On a beau être quelqu'un d'hyper autonome, hyper responsable, hyper je ne sais quoi. En attendant, on est dans un pays avec une certaine culture et on est influencé par ces représentations collectives, qu'on le veuille ou pas. Donc pour ce qui est de cette source collective, nous, ici en France, et même ailleurs, hein, c'est valable aussi finalement pour d'autres pays, on évolue dans une société qui est hyper connectée, hyper connectée. On est toute la journée, j'ai envie de dire, en lien avec quelqu'un, que
ça soit par téléphone, par SMS, par WhatsApp, Messenger, je sais pas quoi, Snapchat, Instagram, etc., etc. Toute la journée, on est en lien. Et finalement, tous les réseaux sociaux en fait qui existent, tous ces phénomènes d'hypersociabilité ont donné naissance à une image plutôt has-been de solitude, voire bizarre. Si t'as pas d'amis sur Facebook, non seulement ça craint, mais en plus, nécessairement, t'es quelqu'un d'étrange. Il y a forcément quelque chose qui cloche. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout le paradoxe, en fait. C'est que finalement, dans tout ça, bah, tous ces outils d'hyper sociabilité, connexion, etc., n'ont fait que renforcer, n'ont fait que alimenter la conscience de la solitude. Euh, Parce que en condamnant un phénomène, bah forcément on le met en lumière, hein, à force de pointer du doigt quelque chose, bah nécessairement on finit par le voir. Donc ce fil-là que je mets en lumière est important parce que finalement ça nous permet aussi de prendre conscience que cette représentation collective de la solitude comme étant quelque chose quand même d'has-been, voire d'étrange, euh, forcément, ça nous influence parce que au moment où nous-mêmes, on va vivre cette situation de solitude, clairement, on va sentir une chape de poids en fait sur nos épaules parce que on est inconsciemment influencé par ça. C'est étrange, c'est bizarre d'être seul, c'est voire pas normal, ok? Donc c'est toujours important en fait de prendre conscience que cette croyance-là, elle ne nous appartient pas. Elle nous a été de toute façon donnée en héritage, quoi. C'est là. Alors, déjà, il s'agit de la voir, hein, parce que ça permet de dire je t'ai vu, et puis de faire descendre un petit peu la pression. C'est aussi le jeu et le but. Donc voilà, ça c'est important, en tout cas d'avoir toujours ça en tête, dans un coin de la tête. Donc ça c'est pour la première source. Pour ce qui est de la deuxième, qui est beaucoup plus individuelle, cette représentation de la solitude que j'ai, elle va être façonnée par l'héritage familial. Eh ouais, toujours, hein, de toute façon, on n'y échappe pas, hein. C'est toujours papa, maman, les grands-parents, les ancêtres et toute la constellation familiale qu'il y a derrière nous. Et cet héritage familial, bah, c'est tout simplement, comme je viens d'en parler, bah, les croyances que nous avons tous et toutes. C'est notre système de valeurs, et c'est toutes les sous-couches qui nous constituent, nous, en tant qu'adultes, et qui constituent notre être psychique. Et là encore, pour ne dérouler qu'un fil, parce que si j'enfile les perles, on va se parler pendant toute une journée, et c'est absolument pas le but. Pour ce qui est de ces sous-couches, je veux juste mettre en lumière une de ces sous-couches qui est notre capacité à rester seul. Puisque c'est de ça aussi dont il est question au travers de la question. Et là aussi, et ça n'est pas un scoop si je vous le dis, mais cette capacité que moi je vais me forger à rester seule, c'est une capacité que j'aurais construite et bâtie dans ma prime enfance. Et oui, on en revient encore à papa, maman, et plus particulièrement au lien avec la mère. Et là, je fais une petite parenthèse, je parle de la mère comme étant le référent nourricier. Donc, s'il n'y a pas eu de maman, mais qu'il y a eu un papa qui a remplacé, peu importe, hein. Mais voilà, c'était juste pour recadrer. Donc, cette capacité que j'ai, elle va se construire dans ma prime enfance jusqu'à 18 mois, 2 ans à peu près, en fonction du lien que j'aurais bâti avec ma mère, nourri d'amour, de soins, etc., etc., ce lien va être d'autant plus fort et va me donner le sentiment de sécurité et de solidité en quelque sorte. Ce qui va me permettre finalement, vers 14 mois, 18 mois, 2 ans plutôt, de comprendre
que ça n'est pas parce que ma mère est absente qu'elle ne vit pas en quelque sorte dans un autre espace-temps et qu'elle ne va pas revenir. Pour le dire autrement, ça n'est pas parce que ma mère s'absente qu'elle meurt. Donc c'est parce que l'enfant à 18 mois, 2 ans a justement ce lien très fort, donc qu'il se sent sécure, solide, etc., qu'il va pouvoir survivre à l'absence de sa mère, et qu'il va, par la pensée, en imaginant sa mère ailleurs, autrement, etc., et qu'elle va revenir, se consoler de son absence. Alors, ce petit éclairage pour vous parler de la mère suffisamment bonne, comme le disait Winnicott, c'est pas pour faire de la psychologie de comptoir, mais c'est très important parce que ça vous permet, alors non pas de vous inviter à réfléchir à votre lien à votre mère, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Si ça, vous en ressentez le besoin, bien évidemment, faites-le. Et pour ça, il y a des psychologues, psychanalystes, etc., des thérapeutes qui sont très, très, très efficaces pour revoir ce lien-là. Euh, Toujours est-il que c'est absolument pas mon propos. Je vous parle de ça parce que c'est aussi une grille de lecture supplémentaire pour tout simplement vous réinterroger sur votre capacité à créer votre sentiment de sécurité. Parce que c'est de ça dont il est question. Ma capacité à rester seule est en lien avec ma capacité à me créer un sentiment de sécurité. Ok? Donc, autant l'enfant de 18 mois, lui, factuellement, il a besoin de sa maman à l'extérieur de lui pour se sentir en sécurité. Parce que clairement, il est dépendant, hein, il a besoin de sa maman pour être nourri, soigné, etc., etc. Et donc, clairement, il a besoin d'elle pour survivre. Mais pour autant, en quoi moi, en tant qu'adulte, normalement personne autonome et responsable, en quoi, moi, en tant qu'adulte, j'ai besoin d'un élément ou d'une personne extérieure pour me sentir en sécurité. Je vous dis ça parce que très souvent, finalement, les personnes vont aller chercher de la sécurité à l'extérieur pour remplir un vide intérieur. C'est comme ça qu'il y a certaines personnes qui restent effectivement dans des boulots qu'ils n'aiment pas, dans lesquels ils ne se sentent pas bien, parce qu'ils ont cette croyance que la sécurité est à l'extérieur d'eux. Parce que je garde ce boulot, même s'il ne me convient pas, je suis sécure, je survis. Sinon, je vais mourir, comme l'enfant de 18 mois sans sa mère, qui lui, bien évidemment, va mourir sans sa mère. Et ça marche de la même façon, enfin ça marche de la même façon, c'est pareil. Il s'agit de ça aussi, quand je suis dans cette volonté, en fait, de construire une vie de couple, et que je vais finalement chercher un partenaire qui va représenter, en quelque sorte, toute cette sécurité dont j'ai besoin. Donc je fais ce mouvement-là pour que vous voyez finalement, même visuellement, qu'il y a quand même, et c'est de ça dont il est vraiment question, qu'il y a quand même un transfert de responsabilité. C'est-à-dire que ma sécurité en fait intérieure, ma capacité à me sentir sécure, solide self, je ne me la construis pas intérieurement, mais je vais la chercher à l'extérieur. Donc voilà, ce deuxième fil que je vous déroule par rapport à cette réflexion qui m'a été envoyée, c'est quand même pour vous permettre aujourd'hui de vous réinterroger sur cette capacité-là et puis de voir un peu de quelle manière vous allez réajuster. Parce que comme on vient de le voir, tout n'est que croyance et grille de lecture. Et c'est ça qui est formidable, hein. L'idée là, je réinsiste et je vous le redis, c'est pas de vous inviter à vous faire des nœuds dans la tête, hein. Au contraire, c'est d'ouvrir les fenêtres et les portes. Alors c'est vrai que dit comme ça, j'en entends déjà certains, ouais non mais alors Monia, si à chaque fois je suis obligée de me dire ok alors est-ce que là c'est une croyance bon liée en lien avec une représentation collective, individuelle, mais alors ceci, maman, blabla. Ok, j'avoue, dit comme ça et vu comme ça peut paraître fastidieux. Mais très sincèrement, quel est l'apprentissage que vous avez fait, qui s'est fait, on va dire, uniquement dans la joie?
n'importe quel apprentissage peut paraître fastidieux au départ, quand on apprenne une nouvelle langue, un nouvel instrument, enfin peu importe, la danse, même le permis de conduire. Tiens, le permis de conduire, les premiers temps, sincèrement, alors la boîte de vitesse, elle est là, mon rétro, la pédale, la première, c'est super fastidieux quand on commence. C'est le processus d'évolution, c'est le processus d'apprentissage. Il y a effectivement toute une étape où c'est pas forcément, on va dire, fluide, mais par la répétition, comme n'importe quel apprentissage, ça finit par être une simple balade. Et c'est là où ça s'ouvre. Et c'est toute l'invitation que je vous fais. En déroulant ces fils, c'est juste de toujours prendre conscience que ça n'est pas la situation que je vis qui est bonne ou mauvaise, sans tomber dans une dichotomie manichéenne. Mais peu importe, ça n'est pas la situation. C'est moi, ma représentation, la représentation que j'en fais, qui va, en fonction de ma grille de lecture, qui va me donner à juger si cette situation est une occasion formidable de mieux me connaître, ou alors une situation qu'il faut que je fuis. Ok. Et finalement, si c'est cette grille de lecture qui me donne à juger que oui ou non, etc., etc., et bien si c'est ma grille de lecture, moi j'ai la possibilité de changer les lignes. J'ai la possibilité de faire bouger les lignes. Et donc de transformer mon quotidien. Vous voyez où je veux en venir? C'est un effet domino. C'est ça qui est magique. C'est que plus vous allez conscientiser votre fonctionnement, plus les choses vont se simplifier parce que en conscientisant, vous avez déjà résolu une bonne partie du problème. Voilà, j'espère que j'ai réussi à répondre à la question et que bah, vous avez vous aussi. Ah, mais super, je viens de voir en fait les participants. Ça aussi, j'essaye d'apprendre en fait à rentrer en interaction. Alors justement, bon, si vous avez des questions, bah, c'est le moment. Sinon, j'ai été ravie de pouvoir échanger avec vous en live, même si j'ai eu des petits couacs pour cette première. La prochaine sera la bonne, même moi j'apprends, hein. Et puis voilà, vraiment, j'ouvre ce cycle sur des échanges hebdomadaires qui auront lieu, bah, pour le coup, puisque l'événement m'y a poussé, tous les mardis à 11h30. Voilà, c'est dit, c'est fait. En attendant, s'il n'y a pas de questions, et je n'ai pas l'impression, en attendant, vraiment, prenez soin de vous. Et puis, bah, je vous dis à très très bientôt, donc à la semaine prochaine. Bonne journée.